Les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour apporter mon petit regard sur ce qui fait débat encore toujours autour du Covid-19. Je vais parler de ce que je sais de la chloroquine. Déjà, petit disclaimer, c'est vrai, je suis scientifique, c'est vrai, je suis en train d'améliorer, alors de me perfectionner en virologie à l'Institut Pasteur, ici à Shanghai en Chine. Mais je ne suis pas pour autant une experte mondiale ou classifiée, machin, parmi les experts. Donc mon avis va être, on va dire, peut-être aussi égal que la vie d'une personne lambda, quoi. Sauf que bon, avec des petites notions de base, on va dire, avec les notions que j'ai de la recherche scientifique, j'ai un regard plus grand, ou alors je m'attarde un peu plus sur certains détails dont la population normale, enfin qui n'évolue pas dans les sciences. Pas question de diffamer les résultats du professeur Raoul, vu que c'est de ça qu'il va être question dans la vidéo. Il n'est pas question de faire preuve de jalousie, comme j'ai vu beaucoup, dès que tu apportes une idée différente, ou alors dès que tu émets une réticence sur les conclusions de ces résultats, de son approche, tout de suite on te dit, ah, vous les scientifiques jaloux, pourquoi vous-même vous n'avez pas fait ça, et tu proposes quoi, toi qui dis que machin c'est pas ça, et toi tu as fait quoi et tout. C'est pas ça en fait, c'est pas déjà on va remettre les compteurs à zéro. C'est pas lui qui a inventé la chloroquine. Et des lectures que j'ai faites, c'est un médicament qui est... En fait, cette approche est utilisée ici en Chine, a été, dès les premières heures de l'épidémie, ça a été utilisé. Donc, c'est pas une question de oui ou non, on va pas adopter. C'est les conditions autour de ça, en fait. Et les conclusions qui sont apportées à une expérience qui a été menée un peu à la quick and dirty, comme certains ont dit. Donc, finalement, ça remet en question l'intégrité scientifique. Est-ce que, parce qu'on est dans un état d'urgence, est-ce que le fait d'être en guerre, ça justifie de bâcler les expériences? Parce qu'après, ce sont les mêmes qui aujourd'hui adulent ce professeur pour avoir trouvé une solution miracle. Ce sont les mêmes demain qui vont lui lancer des pierres s'il s'avère qu'en voulant traiter en voulant traiter le Covid-19, bah, par derrière, il y a eu peut-être, je sais pas moi, des morts ou encore des problèmes cardiaques et tout. Parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Oui, on est dans l'urgence, oui, il faut traiter les cas graves de manière urgente. Du coup, on n'a pas à réfléchir. Dans ce cas, on administre la chloroquine vu que ça s'est montré efficace. Déjà, plusieurs pays ont arrayé le pas. Hein. La problématique se pose apparemment en France. C'est en France qui font tout le tapage autour des résultats du professeur Raoul. D'abord, je ne sais pas pourquoi il y a tout cet engouement là autour de ces résultats alors que partout ailleurs, c'est déjà utilisé, c'est déjà mis en pratique. Mais je crois que ça vient surtout du fait des propositions qui viennent à la suite de ces résultats dans ce pays-là. Je pense que déjà le fait de dire oui, ça soigne, du coup faisons des diagnostiquons en masse et puis administrons en masse la chloroquine. Je crois que c'est de là que part la dichotomie. Je crois que c'est à partir de ce moment qu'on en perd certains. Donc voilà, mon approche à moi, c'est la suivante. Déjà, la chloroquine, je ne connaissais pas. Les types de traitements de première intention ou quoi, je ne fais pas médecine, donc je ne sais pas trop quels sont les plus appropriés ou pas. Du coup, je me suis juste référée à ce que j'ai pu tirer de la littérature, en fait. J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé, j'ai écouté j'ai vu des vidéos dans les médias, des interviews, j'ai essayé de regarder la présentation de ce professeur, comment il justifiait ses résultats et tout. Et ça m'a paru potable tout ça. Mais après, quand j'ai vu toute la polémique que ça a soulevé, je me suis dit, mais bon,
En même temps, si c'est clair, si c'est évident que tout le monde utilise, pourquoi ça fait problème quand lui, il propose? C'est quoi la combinaison avec l'antibiotique? C'est ça le problème ou c'est la combinaison avec un antiviral? J'ai pas compris d'où venait le problème vu que avant qu'on ne parle de ce professeur Raoul, moi j'avais déjà lu dans plein de lettres aux éditeurs et tout que la chloroquine était un candidat et que c'était en cours d'études cliniques en Chine et tout, que c'est ça qu'ils avaient utilisé en plus de interférons et tout et tout et tout. Donc je me suis demandé mais pourquoi ça pose problème? Pourquoi le fait que ce soit qu'il, lui, du côté de la France en plus, d'après ce que j'ai vu, c'est un expert infectiologue certifié. Mais alors pourquoi c'est remis en question? Donc là, je me suis attardée sur la voix de ceux qui remettaient tout ça en question pour essayer de comprendre. Parce que bon, il ne suffit pas juste d'écouter quand il y a un problème d'opinion, en fait, quand il y a une divergence d'opinion, il ne suffit pas juste d'écouter une personne. Parce que ce qui est sûr, chacun des deux côtés a de quoi défendre ses opinions. Donc en fait, il faut écouter toutes les parties, regarder sous tous les angles et à la fin, à l'issue de cela, tirer sa propre conclusion en fonction des moyens dont on dispose. Et si on n'est pas scientifique, c'est sûr que on n'a pas la même approche, on n'a pas la même tendance à tirer des conclusions. Donc, on n'a pas la même façon de voir, en fait, ou d'interpréter les résultats entre scientifiques et non scientifiques. Donc, qu'est-ce qui est reproché à ce monsieur? Déjà, je vais présenter ses résultats et petit disclaimer encore, c'est pas moi, c'est pas des interprétations que j'ai faites moi-même en fait. Je me suis renseignée, j'ai regardé autour de moi, j'ai essayé de voir ce qu'on disait à gauche, à droite et c'est un biostatisticien qui a donné son avis parce que pour ceux qui font dans la science, dans la recherche scientifique, pour ceux qui font dans la publication d'articles et tout, ils savent la valeur du biostatisticien. C'est pas le médecin n'est pas le mieux placé pour analyser et interpréter on va dire, pour analyser ces données. Donc, le biostatisticien a son rôle dans l'interprétation des résultats et le médecin a son rôle, tout le monde a son rôle. Maintenant, quand une personne veut jouer tous les rôles, ça donne ce que ça donne. Donc, je vais mettre là l'image des résultats, en fait, du professeur Raoul et aussi le casting des différents patients, en fait, ceux qui ont constitué la cohorte pour l'étude clinique. Donc, voilà, sur ce tableau, en fait, c'est le tableau, ce sont des résultats supplémentaires en vue par souci de transparence, ce sont des données qui sont ajoutées aux données d'un article lorsqu'il est publié. Ils ne se retrouvent pas forcément dans l'article. Disons que ce sont des détails. Dans les cas où il y a des doutes, où il y a des questions, on peut se tourner vers ces détails pour avoir d'amples informations. Donc là, c'est le tableau avec tous les détails en ce qui concerne les patients qui ont été inclus dans l'étude clinique. Voilà, on peut voir les âges. Il y a des patients de 10, 12 ans, 14 ans, 10 ans, 20 ans, 65 ans, bref. Voilà, le plus vieux apparemment a 85 ans et le plus jeune a 10 ans. Donc déjà, vous voir que il y a une grande variation dans l'âge, enfin dans l'âge des patients. Les sexes, il y a les deux sexes. Hein. En ce qui concerne l'état clinique, il y en a trois. Ils peuvent être répartis en trois. Il y a des patients asymptomatiques, c'est-à-dire qui ont été testés positifs mais qui ne présentaient absolument aucun symptôme. Ils sont au nombre de 6. Il y a des patients qui sont ici en abrégé qualifiés URTI, qui veut dire Upper Tract Respiratory Infection, c'est-à-dire qui présentent une infection du tractus respiratoire supérieur. Et LRTI, c'est-à-dire Lower Tract Respiratory Infection, qui présentait des infections du tractus respiratoire inférieur. Tous sont positifs au COVID-19, mais il y a trois façons de manifester la maladie. Donc on peut voir dans la répartition qu'il y a 16 patients qui n'ont pas reçu d'hydrochloroquine et une vingtaine qui ont reçu l'hydrochloroquine. Dans le groupe d'hydrochloroquine, maintenant, il y a encore eu une division en deux groupes, c'est-à-dire certains ont reçu que l'hydrochloroquine et 6 ont reçu l'hydrochloroquine plus l'azithromycine. La prise des valeurs de la charge virale, ça a duré 6 jours. Et dans le reste du tableau, ça montre l'évolution en fait à partir du jour 0
au jour 6, c'est-à-dire premier jour de l'étude au jour. Déjà dans le groupe de contrôle, on peut voir que certains jours, il y a deux ou trois, enfin il y a certains patients dont la PCR n'a pas été faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de voir si c'était positif. Un jour sur deux en fait. Le premier jour ça a été fait, deuxième non, troisième fait, quatrième non, cinquième fait. Voilà, bref, il sautait un jour chez certains patients avant de faire la PCR. C'était pas fait tous les jours. Ça, c'est dans le groupe de ceux qui ne prenaient rien du tout, en fait. Et dans le groupe de ceux qui prenaient la chloroquine, c'était fait tous les jours chez tout le monde. Mais chez certains patients, à partir du premier jour, c'est-à-dire juste après la première prise, il y avait déjà des résultats négatifs. Un résultat négatif, on peut voir chez un des patients que le premier jour, il était à 28, le deuxième négatif, troisième positif, c'est-à-dire que tu as une PCR négative un jour, le lendemain positif. Déjà, ça porte un peu à questionnement. Ça se fait que, par exemple, chez un autre patient, on peut voir qu'il prenait à la fois l'hydrochloroquine et qu'il prenait également l'azithromycine. Au niveau du troisième jour, son résultat PCR est négatif. Et puis, le quatrième jour, positif. Avec une charge qui revient, qui est même plus élevée en fait que la charge du jour 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc là, sur l'image, on peut voir le graphe qui représente en fait le pourcentage des patients qui ont dont les résultats PCR, c'est-à-dire le résultat du test au COVID-19, était positif. Maintenant, ces patients du jour 0 au jour 6, on peut voir la tendance de la charge virale. Voilà, la ligne noire, c'est la ligne des patients contrôle. On appelle ça contrôle, ils n'ont rien pris du tout. Alors, la ligne noire, au début, on a 100% de patients dont les résultats sont positifs. Et puis, ça évolue. Ça évolue, on peut voir que ça évolue de manière plus ou moins, on va dire, linéaire, hein, parce que la courbe, certes, a des variations, mais la tendance a l'air de rester la même. En 6 jours, on passe de 100 à quelque chose comme 85 ou 87 par là. La ligne bleue, c'est la ligne de ceux qui étaient traités à l'hydrochloroquine seulement. Donc chez ceux-là, on peut voir qu'on passe de 100% au jour 0 à, on va dire, allez, 45% au jour 6. Donc déjà, c'est plus de la moitié en termes de diminution. Ceux-là ont été traités que à l'hydrochloroquine. Donc, après 6 jours, il y avait déjà la moitié des patients qui n'étaient plus positifs au test. C'est-à-dire qui étaient en quelque sorte guéris, si vous voulez. Et maintenant, la ligne verte, c'est ceux qui étaient traités, c'est-à-dire 6 patients. Le nombre, c'est 6. Hein, ils étaient au nombre de 6. Ceux qui ont été traités à l'hydrochloroquine et à l'azithromycine. Le jour 0, il y en avait 100%, donc 6 sur 6. Et le jour 5 déjà, on peut voir qu'il y a 0%. C'est-à-dire, tous apparaissaient négatifs. Donc, en gros, il n'y a plus personne qui présentait de l'ADN viral dans son sang. Enfin, qui n'avait plus, qui ne présentait plus de maladies, en fait, qui sont guéris. Donc, et là, on peut dire qu'il y a 100% de réussite par rapport au traitement hydrochloroquine, azithromycine. Ça, c'est lorsqu'on s'attarde que sur ce paramètre qui est la charge virale. Donc, qu'est-ce qui est reproché? Justement, si on a 100%, pourquoi on ne crie pas tout de suite victoire? Pourquoi on ne danse pas du fait d'avoir trouvé la solution miracle, la combinaison miracle pour venir à bout de cette maladie? Eh bien, c'est pour les différentes raisons que je vais développer ici. C'est pas éthique pour certains d'avoir inclus des enfants dans le groupe contrôle. Le groupe contrôle, il y en a 16, hein, je rappelle. Dans le groupe avec l'hydrochloroquine, donc 26, il y aurait 6 patients qui ont été finalement retirés de l'étude. Et parmi ces 6 patients retirés de l'étude, parce que les résultats se basent sur une vingtaine. Au départ, ils étaient 26. On ne parle pas de ces 6 qui ont été retirés. Enfin, les 6 qui ont été retirés, parmi ces 6-là, il y a 3 patients qui sont allés en réanimation.
ça veut dire qu'ils ont eu des complications et on a tout simplement retiré leurs données du test, du concluant au final. Il y a un qui a quitté l'étude pour effet indésirable, c'est-à-dire le traitement à l'hydrochloroquine ou bien l'hydrochloroquine et azithromycine, là, ça provoquait chez celui-là des nausées. Donc, il en a dû le retirer. Ensuite, il y a un qui a quitté l'étude sans raison. Et un autre est mort. Donc, je récapitule. En gros, on a traité ceux qui vont bien. Et chez les contrôles, on n'a pas vraiment dit comment ça se passait, quoi. Par souci de clarté, il aurait fallu dire, est-ce que chez les contrôles aussi, on a eu des gens qui ont présenté peut-être des symptômes, des gens qui sont partis, des gens qui ont eu je sais pas, des problèmes, comme parmi les 26 du départ, on a bien dit qu'il y en avait qui sont allés carrément en réanimation, c'est-à-dire c'était vraiment grave leur état, quoi. Le traitement n'a pas empêché qu'ils arrivent à cette phase-là où ils doivent entrer en réanimation. Donc, ce qui lui reprochait un peu dans le choix, dans le design de son étude, c'est déjà que l'essai qu'il a fait, l'essai clinique qu'il a fait est un essai dit ouvert et non randomisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on dit que c'est ouvert, ça veut dire le praticien en fait qui fait l'étude sait quel patient est traité et quel patient ne l'est pas. Dans une étude, on va dire, propre, le praticien n'est pas censé être en double aveugle en fait. Le patient n'est pas censé savoir s'il est traité ou pas et le médecin également n'est pas censé savoir à qui il donne son traitement. Donc pour éviter des biais, pour éviter des manipulations. Et non randomisé, ça veut dire que ils ne sont pas dispersés au hasard. Donc on n'a pas pris une cohorte de 36 et dispersé au hasard dans le groupe contrôle ou dans le groupe traité. On a justement, le médecin s'est penché sur les différents cas, les différents profils et a choisi en fonction qui va dans quel groupe. Ça laisse un peu à désirer parce qu'on se dit, ok, s'il choisit qu'il traite et qu'il ne traite pas, dans ce cas, il peut prendre tous ceux qui sont asymptomatiques, par exemple, les mettre dans le groupe contrôle ou bien les mettre dans le groupe test et puis dire à la fin, bah, c'est moi qui les ai traités avec mon traitement alors qu'au départ, déjà, il se serait traité tout seul, ceux-là. Donc, c'est un peu ça qu'on lui reproche en fait. Il n'y a pas cette conduite en aveugle-là. Donc, du coup, on estime que, en fait, le professeur peut guider les résultats dans le sens où il veut, étant donné qu'il manage lui-même le traitement, il manage lui-même le choix des candidats, l'étude et tout, dans quel groupe va quel candidat. Un autre point qui a été soulevé, c'est que parmi les patients qui étaient inclus, il y a des patients asymptomatiques et des patients qui ont des atteintes modérées, c'est-à-dire ceux qui ne présentent aucun symptôme de la maladie, mais ceux qui présentent des symptômes, mais ces symptômes sont bénins. Donc, ça veut dire quoi? Que tous ceux-là, en fait, sont supposés guérir seuls. Parce que si on regarde les résultats globaux, il y a 50% des cas de corona qui guérissent tout seuls, sans même prendre quoi que ce soit. Juste leur système immunitaire qui parvient à submerger l'invasion et revenir à la normale. Donc, en fait, on lui reproche d'avoir inclus des gens qui étaient supposés se guérir tout seuls. Donc là, ça retire déjà un peu de crédibilité quant à ce qui est de l'efficacité du traitement. Aussi, sur l'aspect éthique, c'est pas correct d'avoir introduit des patients de 10 ans, c'est-à-dire des enfants. Donc, ça veut dire que les parents ont donné leur accord pour que leurs enfants soient comptés dans cette étude. Bon, heureusement encore que tous ces enfants-là appartenaient au groupe de ceux qui n'ont rien reçu, quoi. C'est-à-dire rester là, ils participaient. On a fait la PCR, on leur a fait des tests pour voir comment évoluait leur charge virale et tout. Mais bon, déjà, ils étaient tous asymptomatiques de ce qu'on a vu au départ, de l'analyse du profil des patients, de ces patients-là. Ils étaient tous asymptomatiques, on l'a vu. Et puis, voilà quoi, on a fait que des tests sur eux sans leur administrer quoi que ce soit
en termes de médication, de produits chimiques et tout ça. Voilà, un autre point également que j'ai vu chez un autre scientifique, c'est qu'il soulevait le fait que l'hydrochloroquine, en fait, la dose qui a été utilisée dans cette étude est très proche de la dose toxique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dose efficace contre le corona est en fait une dose qui est proche de la dose toxique qui a révélé, a montré des rétinopathies, c'est-à-dire des problèmes d'yeux. Donc, vous pouvez prendre le remède du corona, enfin la chloroquine, et par la suite devenir aveugle, quoi. Donc, c'est ça qui... bon, ce point-là aussi m'a un peu choqué. Mais bon, prudence, on a dit proche de la zone toxique, c'est pas forcément la zone toxique. Mais c'est un des effets secondaires, en fait. Un des effets secondaires de ce traitement-là, de la chloroquine, c'est que ça peut rendre aveugle. Ça, il faut bien le noter. Pour ceux qui font les banques de chloroquine chez eux, en se disant qu'ils vont boire ça et puis se prévenir de corona, sachez que vous prenez le risque également de développer une cécité. Donc, attention. Bon, il y a aussi la façon dont les résultats ont été divulgués. C'est-à-dire, il a fait une publication qu'il a publiée, mais la manière de faire, la manière de publier n'a pas été appréciée. En fait, c'est un peu... ça a été qualifié d'un peu bandit. Déjà, la publication, lorsqu'elle est parue, était payante. Et puis, après plusieurs plaintes, parce que normalement, les résultats, tout ce qui concerne le corona, doivent être open access, ça doit être free. Comme ça, n'importe quel scientifique, n'importe où dans le monde peut avoir accès aux données et ainsi peut sauver des vies. Du coup, lui, il a d'abord sorti la publication payante. Après beaucoup de plaintes, finalement, ça a été passé gratuit. Et en plus de ça, le résultat a été publié le 19, entre le 19 et le 20. Ça veut dire, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu en fait sur le net, il a soumis l'article 18 et le 19-20, c'était déjà en ligne, c'était déjà accessible. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de reviewing, donc il n'y a pas eu de correction, si vous voulez, il n'y a pas eu d'avis d'un comité scientifique concernant cela. Donc c'est passé, en gros, ça a passé toutes les barrières de censure que peut avoir une œuvre scientifique pour se retrouver directement en ligne, accessible à tout le monde. Et pourquoi cela? Déjà parce que apparemment, hein, de ce qu'il ressort de ce qui ressort des petites recherches, des petits commentaires, bah, l'éditeur de là où il a publié, en fait, fait aussi partie des auteurs. Et bref, c'est une histoire de copinage un peu. Donc, il écrit, il donne à son ami, qui publie dans son journal, et voilà. Et tout le monde est censé accepter, en fait, sans avoir vraiment la preuve que ça a été scientifiquement critiqué avec toute l'objectivité à laquelle un article de cette envergure devrait être soumis. Bon, pour certains scientifiques, on lui reproche le fait de mettre en avant sa combinaison, là, son expertise, de mettre en avant son étude, un peu comme la solution miracle au truc, sans pour autant prendre en considération le fait que c'est pas complètement sain en fait de prendre de la chloroquine. Maintenant, j'ai vu aussi que certains disaient avoir pris ça pendant longtemps et tout pour se prévenir du palu lorsqu'ils allaient en Afrique et qu'ils n'ont rien ressenti et tout. Mais il faut qu'on se rappelle aussi que ça a bien été retiré du marché pour ses effets secondaires, pour les résistances aux parasites que ça provoquait. Donc moi je me suis demandé la question, mais si ça provoquait des résistances face aux parasites de la malaria et tout, ceux qui sont en Afrique là, qui veulent déjà commencer à boire la chloroquine alors que vous avez même le palu plus souvent que Corona, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Quel traitement va vous soigner par la suite si vous êtes déjà résistant à tout traitement, si vos parasites sont résistants et tout, et qu'après on ne peut plus être soigné du paludisme parce que justement on a abusivement consommé de la chloroquine. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra appeler le professeur Raoul pour venir créer ou alors pour venir tester un médicament qui va surpasser cette résistance-là. Donc c'est à tous ces points-là en fait, je ne pense pas que son étude soit vaine ou que je me dis juste qu'en recadrant avec une meilleure analytique, peut-être avec
un meilleur conditionnement et tout, ça pourrait mieux passer. Mais c'est ce qui m'effraie le plus, en fait, moi, c'est toutes les mesures qui vont être prises en se basant sur ces résultats-ci et qui pourront s'avérer par la suite présenter des limites. Parce que quand on voit toutes les failles qu'il y a eu en route, on peut se poser des questions. Là, le tout n'est pas de savoir, oui, administrer la chloroquine. Plein de pays donnent déjà de la chloroquine. Mais maintenant, à quel cas précis, dans quelles conditions précises faut-il faut-il prendre de la chloroquine? Est-ce que c'est justifié de prendre de la chloroquine en prévention alors qu'on sait tous les effets secondaires que ça peut avoir par la suite? Et dans les cas graves, il a déjà été montré que la chloroquine avait voilà quoi, parmi les effets secondaires, ça provoquait des problèmes cardiaques et tout ça. Alors qu'on sait que les cas graves et tout vont finalement avoir tous ces problèmes-là avec des infections pulmonaires et tout. Donc, est-ce que ça ne va pas chez certains accélérer plutôt leur mort et chez d'autres soigner un truc que l'organisme aurait soigné de manière naturelle? Donc, pour moi, un peu, c'est sur ce débat que je me penche présentement. Donc, voilà la petite analyse ou alors les différents points de vue en ce qui concerne la chloroquine, les différents points de vue. Mais moi, en tant que scientifique et scientifique africaine, je me demande quelle est la contribution de nos scientifiques en Afrique. Pourquoi on est là à attendre la chloroquine, on attendre que la France valide ou pas la chloroquine pour dire oui, machin. La chloroquine, c'est un truc qui a déjà été utilisé chez nous, qui a été retiré du marché et tout, ensuite pour toutes les causes qu'on sait maintenant. Mais à côté de ça, pourquoi ne pas tester nos plantes naturelles pour voir lesquelles ont un effet limitant sur la réplication virale? Et je suis sûre que des études de ce genre, il y en a des tonnes. Parce qu'il y a carrément une branche d'un ministère, hein, je parle de l'IMPM, qui sont là pour ça en fait. Tous leurs scientifiques sont là pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les résultats jusqu'ici? Pourquoi ne pas tester notre médecine traditionnelle sur le coronavirus? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de faire cette étude-là? Donc ça, on pourrait le faire déjà, ne serait-ce qu'in vivo, ou ne serait-ce que sur un modèle animal, pour avoir une idée, pour, comment dire, africaniser cette solution, en fait, ne pas toujours se baser sur des composés chimiques qui vont avoir des effets secondaires et tout, et après dire que oui, les Occidentaux nous empoisonnent, qui viennent tester leurs vaccins chez eux. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, Africains, de développer notre recherche? Au lieu de développer, je sais pas moi, des axes football, musique et tout, même si ça, ce ne sont pas des axes très développés non plus. Mais pourquoi ne pas investir sur nos chercheurs? Pourquoi on se retrouve là et à errer dans le monde, à contribuer à l'évolution scientifique des autres pays, alors que chez nous-mêmes, c'est encore le bac à sable? Donc, à un moment donné, il faudrait qu'en Afrique, nos dirigeants nous valorisent un peu plus, quoi. Il faudrait qu'ils nous intègrent un peu plus, vraiment. Ne pas juste créer des structures avec des grands noms fanfaronnés sur les plateaux de télé, alors que sur la paillasse, il n'y a même pas de pipette, il n'y a même pas de verrerie pour pouvoir développer la recherche. Donc, voilà, je finis sur ce coup de cœur. Parce que moi, j'ai bien envie de contribuer, j'ai bien envie de me lancer à corps perdu dans ce type d'expérience, dans ce type de recherche-là avec les données africaines. Mais quand je vois les moyens qui sont mis à ma disposition pour le faire, je me rends bien compte que dans ce cadre-là, je ne vais pas évoluer beaucoup. Il n'a pas fallu des millions d'années aux Chinois pour revenir et même dévancer sur le plan scientifique. Vous voyez aujourd'hui, les meilleurs virologues sont en Chine. Et pourquoi? Parce que ils ont investi, mais alors investi considérablement sur leurs enfants, sur leur potentiel humain, quoi, sur leur matière grise. C'est-à-dire l'argent que ces gens mettent dans la recherche, c'est pas juste des mots, quoi. Au contraire, ils n'en parlent même pas. Vous voyez juste les actes. Ils développent des laboratoires, ils envoient leurs enfants se former là où il faut. Ils développent des moyens colossaux
pour faire face justement à toutes les futures épidémies, tout ce qui pourrait venir mettre en danger les Chinois tout simplement. Donc, ils s'arment vraiment, ils investissent sur la population, ils investissent sur leur capital intellectuel pour un développement, mais à l'infini de leur patrie, de leur nation, quoi. Et nous, on est là, on les regarde se développer, de manière exponentielle, on les accompagne, on vient apprendre des bribes de science, alors que chez nous-mêmes, ça ne va pas à la même vitesse, quoi. On a stagné, on est sur place, on patine. Laquelle il faut une épidémie pour qu'on prenne conscience que oui, la science est importante dans une société. Je ne sais pas pourquoi on attend que ça nous tombe dessus avant de dire « Oh, mais oui, on a des centres de recherche, on a ceci, on a ceci. » Mais si ces centres sont vides et s'ils n'ont de centre que la plaque à l'extérieur du bâtiment, que voulez-vous qu'on fasse? Où voulez-vous qu'on soit? On va toujours être là, les enfants qui demandent aux parents européens, américains et asiatiques de nous prendre en charge finalement. C'est à ça qu'on en est réduit, quoi. Donc voilà. Voilà. C'était tout. J'espère que ça va inciter certains à chercher un peu plus avant de porter des jugements, avant de juste accepter tout ce qui vient et arrêter de tirer des conclusions à base des titres de journaux. Comme on dit en Afrique, on aime trop lire les lettres dans l'enveloppe. Franchement, il faut ouvrir un peu et détacher avant de se faire une idée, de savoir quel est vraiment le contenu. Ce n'est pas une critique pour critiquer, hein. C'est juste prendre en considération tous les éléments avant de se faire une idée. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, discutez avec moi dans les commentaires. Merci. Peace.